Allez, bonjour à tous. Merci d'être présents à 19 heures sous un peu moins de chaleur. Merci à tous. Nous sommes là donc pour parler biodiversité ce soir, vers un effondrement irréversible de la biodiversité. Je suis Raphaël Legendre, journaliste à BFM Business. J'ai le plaisir de co-animer cette semi-plénière avec Patrice Geoffron, à qui je vais passer la parole dans une minute. Juste avant, je vous présente nos invités. De gauche à droite pour vous, Antoine Frérot, PDG de Veolia. Bonjour Antoine Frérot, bienvenue. Le docteur Naoko Ishii de l'Université de Tokyo, vice-présidente de l'Université de Tokyo. Merci à vous d'avoir fait le déplacement jusqu'ici. Brice Rocher, président du groupe éponyme, le groupe Rocher, bonjour. Justin Weiss, directeur général du Forum de Paris sur la paix. Et j'ai le plaisir d'accueillir également Béatrice Veder Di Mauro, présidente du CEPR, le Center for Economic Policy Research. Merci, on peut les applaudir. Merci à tous d'être présents pour cette dernière table ronde sur la biodiversité. Je passe tout de suite la parole à Patrice Geoffron. Oui, merci Raphaël. Bonsoir à toutes et à tous. Je pense que vous pouvez aussi vous applaudir parce que oui, au terme de ces deux journées de débat, venir à 19 h affronter la réalité, le choc de la réalité de la perte de biodiversité, vraiment bravo. Je ne suis pas certain que je m'y sais risqué si je n'avais pas été commis d'office pour cette grave question, probablement la plus compliquée. Quelques chiffres en entrée, 75%, écoutez bien, 75% de disparition des vertébrés sauvages au cours des 50 dernières années. On a un rythme de perte de biodiversité qui est 100 fois supérieur à ce qu'on a pu observer au cours des 5 premières extinctions par le passé, qui s'étaient étendues sur des périodes plus longues. Derrière tout ça, il y a ce que l'ONU appelle les 5 cavaliers de l'apocalypse. Je ne vais pas tous vous les énoncer. Évidemment, le changement climatique, évidemment, le changement d'usage des sols et notamment la déforestation. La caractéristique, c'est derrière ces 5 cavaliers, il y a nous. Voilà. Alors nous, pas que nous, mais en tout cas les activités humaines. Et à l'évidence, c'est une question qui est particulièrement compliquée. Alors on pourrait se demander ce que les économistes viennent faire là-dedans. Nous, les économistes, et moi c'est mon cœur de métier, on aime bien parler climat, et puis on peut se rattacher à ce moment-là à quelques métriques de concentration de gaz à effet de serre, et puis on a du prix du CO2, et puis on est dans des choses qui sont complexes, mais finalement relativement confortables par rapport à la complexité de la question de perte de biodiversité et de son impact économique. Il y a néanmoins des chiffres qui circulent et qui suffisent à justifier le fait que vous soyez là et qu'on en parle à Aix chaque année. À peu près 50% du PIB mondial est produit dans des domaines d'activité qui dépendent très directement de la qualité de la biodiversité. Évidemment l'agriculture, mais pas que. Et si on veut avoir également un ordre de grandeur qui nous concerne très directement en Europe, c'est le cas d'à peu près, à des degrés divers également, 3/4 des entreprises européennes. Donc à l'évidence, c'est un sujet qui est sérieux du point de vue économique et qui n'échappe pas à ce qu'on observe en matière environnementale par ailleurs au coût de l'inaction. À nouveau, si on veut avoir un ordre de grandeur, agir aujourd'hui nous coûterait 2 fois moins cher que d'agir dans 10 ans. Et comme ce n'est pas linéaire, sans doute 10 fois moins cher que d'agir dans 20 ans. Donc ça doit être également un facteur d'alerte. Alors naturellement, pour vous remercier d'être là et pour ne pas totalement plomber notre débat, il y a des raisons d'espérer. La première raison d'espérer, c'est qu'à la différence du climat, qui correspond dans le jargon des économistes à une externalité globale, à ce moment-là, il y a toujours quelqu'un qui lève la main et qui dit « Oui, mais nous, Européens, nous, Français, on aimait peu et à quoi bon, etc. À quoi bon agir tant que les Américains ou les Chinois ou quiconque ?» Pour la biodiversité, on peut avoir un assez bon alignement entre le lieu de l'action et le lieu des bénéfices de l'action. Ça peut être le cas, par exemple, et nous allons le voir probablement dans les années à venir, avec de la renaturation et des efforts de réintroduction de la biodiversité à Aix, par exemple, dans lesquels on va avoir des co-bénéfices en termes de biodiversité, en termes également d'adaptation des villes, mais pas que, aux effets du changement climatique. Et enfin, dernière, et ça n'est pas la moindre, et évidemment ça va nous occuper dans ce panel, lorsqu'on creuse un peu, alors non pas la littérature académique, mais le retour d'expérience d'ores et déjà, et les modèles économiques même des entreprises, on voit apparaître des tas de choses. Moi j'ai eu l'occasion, il y a une demi-douzaine d'années, d'animer cette même conférence,
Et à l'évidence, il y avait quand même beaucoup moins il y avait un portefeuille qui était moins riche que ce qu'on trouve à l'heure actuelle, entre des observations, des données satellitaires qui permettent d'avoir une numération de l'évolution de la perte de biodiversité, du regain de biodiversité, et évidemment de l'intelligence artificielle, et évidemment des biotechnologies, et évidemment des tas de choses qui n'étaient soit pas vraiment à l'agenda, soit moins matures que ça n'est le cas à l'heure actuelle. Et je suis persuadé que c'est raison d'espérer vous nous occuper dans les 50 minutes qui nous restent. Raphaël, je te rends la parole. Merci beaucoup Patrice. On peut l'applaudir, même si on n'a pas envie d'applaudir un constat qui fait aussi froid dans le dos finalement. Antoine Frérot, je commence avec vous. À Veolia, vos métiers, c'est la gestion de l'eau, c'est la gestion des déchets, la gestion de l'énergie. Vous êtes un acteur mondial présent dans plus de 100 pays. Vous positionnez comme un acteur clé de la transition écologique avec pour mission de ressourcer le monde. Concrètement, comment Veolia agit pour limiter son impact, pour limiter l'impact de ses activités sur la biodiversité, et quels leviers vous semblent les plus prometteurs pour réduire à l'échelle industrielle ces pressions sur l'environnement? Bonsoir à toutes et à tous. Tout d'abord, effectivement, merci d'être là si tard. Je pense qu'il faut peut-être recommencer par expliquer pourquoi c'est important, la biodiversité. On a longtemps mal posé ce problème. On a évoqué la protection de l'ours blanc, la protection des abeilles. La biodiversité, ce n'est pas seulement une fixette de naturalistes ou un luxe esthétique. La disparition de l'ours blanc, c'est le symptôme de la dégradation des écosystèmes arctiques qui régulent profondément notre climat. La disparition des abeilles, c'est le fait que de leur pollinisation dépend 30% de l'alimentation des habitants de la Terre. C'est donc pas une bagatelle. Et puisqu'on est en compte économique, mon voisin vient de rappeler que la Banque mondiale vient d'estimer à 50% la part de PIB mondial directement liée à la nature. Donc si la nature se dégrade, eh bien, une grande part des activités économiques sont en difficulté. La deuxième chose, c'est que, certes, effectivement, la biodiversité se dégrade. Ce n'est pas la première fois qu'elle se dégrade. Les scientifiques ont montré que depuis que la Terre existe, 5 autres grandes périodes de dégradation, voire d'extinction de la biodiversité se sont succédées. Et puis une autre biodiversité y a succédé. Bon. Nous sommes dans la 6e, mais cette 6e-là, elle a 2 caractéristiques que les 5 autres n'avaient pas. Un, elle est beaucoup plus rapide que ce qu'on peut imaginer ou estimer des 5 autres. Et 2, il ne fait aucun doute qu'elle est liée aux activités humaines. Et du coup, le sort de la biodiversité que nous connaissons aujourd'hui, il est directement corrélé au sort de la transformation écologique de notre société. La transformation écologique, elle s'attaque à 2 problèmes. Elle s'attaque aux pollutions, toutes les pollutions les plus difficiles, comme les pollutions les plus courantes, et bien évidemment, les pollutions ont un impact direct sur la biodiversité. Les poisons lancés dans la nature, bien évidemment, détruisent la biodiversité. Mais les eaux usées laissées dans les rivières ou dans les lacs tuent les poissons, eutrophisent les cours d'eau et dégradent et fait disparaître également la biodiversité. Donc la pollution a un impact direct sur la biodiversité. Et le deuxième grand sujet auquel s'attaque la transformation écologique, c'est l'extraction excessive des ressources naturelles par rapport à leur renouvellement naturel. Et bien évidemment, l'extraction excessive d'eau assèche les zones humides. Ça a un impact, bien évidemment, on le comprend tout de suite, sur la biodiversité. De même que la construction de mines, la destruction de forêts, pour pouvoir extraire davantage de nouvelles matières premières, a un impact également sur la biodiversité. Donc la question de savoir si la biodiversité disparaît irréductiblement est la même que la question: saurons-nous ou non réussir la transformation écologique de notre société? Et la bonne nouvelle, mais peut-être que ça sera ma deuxième intervention. Pour conclure, la bonne nouvelle, rapidement, c'est que oui, c'est possible.
oui, nous pouvons réussir la transformation écologique de notre société et nous pouvons le réussir parce que nous avons déjà une grande partie des solutions, plus des 2/3 me semble-t-il, à des coûts acceptables et que donc cette disparition ou dégradation de la biodiversité n'est pas irréductible. Ce sera pour une prochaine intervention. Nous ne sommes pas condamnés. Merci beaucoup, Monsieur Frérot. Docteur Naoko Ishii, je rappelle que vous êtes professeure et vice-présidente exécutive à l'Université de Tokyo. Selon vous, le problème est systémique. Notre économie ignore la valeur réelle de la nature. À quoi, selon vous, docteur, ressemblerait un système économique aligné avec les limites planétaires et comment y parvenir sans tomber dans une forme de moralisme ou d'utopie technocratique? Merci. Je vous suis d'accord avec vous, Patrice. La nature, la biodiversité peuvent être un facteur de réunification du monde parce que aujourd'hui, j'ai vu que les gens sont intéressés par ces problèmes de confrontation, de politique. Mais maintenant, je suis convaincu que pour sauvegarder la nature, y compris la biodiversité, peut être véritablement une force d'unité pour collectivement. Voilà, je suis d'accord avec vous sur ce point de vue. Donc, et j'aime aussi le fait que ce que Tony a dit. Donc la science est extrêmement importante parce qu'elle doit bien sûr, elle doit nous aider à mieux définir les limites de la Terre. Donc, bien sûr, il y a des systèmes, des sous-systèmes, et il faut les comprendre. Et il faut bien tenir l'ensemble du système planétaire en bon état, en état stable. Et d'après eux, nous avons déjà... nous avons aussi, il y a maintenant, on a des affectations de la biodiversité donc, qui ont été impactées notamment par le changement climatique. Donc, on est entré dans la zone de danger. Donc, bien sûr, la science nous dit, c'est le temps est venu de repenser nos économies et nos rapports économiques avec la nature. Il y a deux systèmes, le système économique et le système naturel, qui sont en combat l'un contre l'autre en fait. Peut-être mais peut-être c'était parce que la planète est grande. Autrefois, on pensait que la population humaine était limitée. Maintenant, les échanges deviennent tellement importants et on veut bien sûr, on veut changer le système planétaire maintenant est impacté à tous les niveaux. C'est pour ça qu'il est important pour nous de repenser notre système économique et mieux comprendre l'harmonie qu'on doit établir avec la nature et comment pouvons-nous le faire. Une chose mais est-ce qu'on a vraiment des milliers de solutions pour rétablir notre système économique? Avant d'être à l'université, je m'occupais de centaines de projets naturels. 80% étaient satisfaisants. Donc pourquoi est-ce qu'on continue à utiliser la nature de façon inappropriée? Et donc pour moi, le système actuel ne prend pas en compte tous les aspects de la nature et visiblement, il faut changer le système de comptabilité de la nature, si vous voulez. Donc, tous ces éléments doivent être, tous ces systèmes de marché, on va continuer à... On a ce qu'on a conduit, ce qu'on a fait. Je pense qu'il faut maintenant penser projet par projet de façon pour changer le système. C'est cela ce que j'entends. Un grand reset. Un retour à zéro, on reconstruit. Brice Rocher, vous êtes le président du groupe Rocher, fondé par votre grand-père. Aujourd'hui, c'est 2 milliards de chiffre d'affaires, plus de 2 milliards de chiffre d'affaires, 14 000 collaborateurs dans le monde. Et vous êtes peut-être un des premiers groupes mondiaux à avoir opéré ce grand reset en vous dotant du statut d'entreprise à mission. Vous reconnectez à la nature. C'est la raison d'être de votre entreprise. Comment convaincre aujourd'hui les autres acteurs économiques qu'il faut transformer en profondeur ces pratiques ? Oui, alors bonjour à toutes et à tous. Donc, comme vous venez de le mentionner, le groupe est devenu entreprise à mission au sens de la loi Pacte en 2019, en octobre 2019. C'était une manière de rendre explicite ce qui est bien souvent est trop implicite et finalement de revenir aux racines de l'entreprise, à sa raison d'être, à savoir, comme vous l'avez mentionné, de reconnecter les femmes et les hommes à la nature. Et si nous sommes revenus aux racines, c'est justement pour
revenir finalement aux fondamentaux de ce qu'est le groupe Rocher, de ce qu'est la marque Yves Rocher et de ce qu'était mon grand-père. En fait, pour bien comprendre cela, mon grand-père a vécu une expérience très jeune qui l'a complètement transformé. Mon grand-père a toujours eu des problèmes de santé plutôt graves, notamment dans un pensionnat mal chauffé, etc., à tel point que il n'était plus en mesure d'aller à l'école et ses parents lui faisaient l'école à la maison. Et en fait, c'est instauré une proximité très forte entre lui et son père, qui était en plus avec une culture très forte, il était janséniste. Et donc cette proximité a cristallisé quelque chose entre eux. Sauf qu'en 1944, un drame survient. Il perd son père brutalement il vit ce drame et il part se réfugier 2 ans en forêt. Non pas qu'il dormait dans les bois, mais il y passait ses journées et ça lui a procuré une forme d'apaisement, de réconfort, voire de consolation. Et il a pris conscience à ce moment-là que la nature avait un impact positif sur son bien-être et en retour, il a eu envie d'agir en faveur de la nature. Ça a nourri une conviction profonde chez lui, et cette conviction, force est de constater que c'est devenu une nécessité collective aujourd'hui. Le constat est alarmant sur la biodiversité, très clairement. On a eu un rapport international en 2019 qui déclarait que sur les 9 millions d'espèces animales et végétales, 1 million étaient menacées d'extinction pour tout un tas de raisons que l'on connaît, et cette perte de biodiversité entraîne un certain nombre de conséquences néfastes qui ont été mentionnées, je n'y reviendrai pas. L'ONU, 1 an après ce rapport de 2019, a dressé un constat d'échec sur les accords d'Aichi, sur les 20 objectifs que nous étions fixés pour endiguer cette perte de biodiversité. Seulement 6 ont été partiellement atteints, donc c'est un constat d'échec. Et je conclurai pour dire une seule chose, c'est que par rapport à ce que mon grand-père a vécu, je pense qu'il est essentiel évidemment d'adresser la crise de biodiversité, mais pour moi il ne s'agit pas seulement d'une crise de biodiversité, c'est aussi une crise de relation entre l'humain et la nature, ce qui est un comble puisque nous sommes nous-mêmes un produit de la nature, nous sommes biologiquement et génétiquement programmés pour vivre au contact de la nature et c'est en vivant, en se reconnectant à la nature que nous trouverons les ressources nécessaires pour endiguer ce drame que nous vivons actuellement. Merci. Merci Brice Roche. Justin Weiss, vous êtes directeur général, je le rappelle, du Forum de Paris pour la paix. Vous alertez sur la pression démographique et la nécessité de décorréler activité économique et destruction du vivant. Quels outils concrètement on peut mettre en place pour permettre ce découplage à court terme et comment construire une gouvernance mondiale, c'est votre sujet, une gouvernance mondiale efficace dans un monde fragmenté? Oui, moi je ne suis pas spécialiste de biodiversité. Well. Et je m'occupe d'une organisation qui fait de la gouvernance globale. Et donc je voudrais prendre un petit pas de recul. Nous sommes, nous les sapiens, une espèce invasive et une espèce destructrice dont l'arrivée dans des nouvelles terres génère généralement un effondrement de la biodiversité. Vous avez peut-être lu ce passage dans le livre de Yuval Harari, Sapiens, où il décrit l'arrivée il y a moins 45 000 ans des humains en Australie, qui résulte dans une disparition d'à peu près 90% des grands animaux australiens, ceux de plus de 50 kilos. Et qu'il prend comme une sorte de symbole pour montrer que, par essence, là où il arrive, l'homme détruit. Le problème, c'est la croissance démographique, c'est-à-dire qu'on était 190 millions en l'an 0, on était encore moins de 1 milliard il y a 2 siècles, mais on sera 10 milliards en 2056. Et donc, alors là, il faut peut-être rectifier quelque chose. Nos ancêtres ne vivaient pas en harmonie avec la nature. Ça, c'est pas vrai. Ils étaient très destructeurs. Ils défrichaient à tout va. Ils faisaient de l'agriculture sur brûlis. Ils ont fait disparaître des tas d'espèces un peu partout, même quand ils n'étaient que chasseurs-cueilleurs. Et ça pouvait marcher quand on n'était que quelques dizaines de millions ou quelques centaines de millions sur Terre. Le problème, c'est que la décroissance démographique ne va pas arriver, d'après l'ONU, avant 2086. Donc, toute la question, tout l'enjeu, c'est, comme l'a dit Antoine Frérot, de décorréler notre activité économique de notre impact sur la biodiversité et d'essayer aussi de remédier aux dommages actuels. La priorité, c'est donc de transformer nos pratiques avec, à mon avis, 3 axes importants. La finance, mais là, je les
laisserai Béatrice en parler. La technologie, et ça, je pense que c'est absolument clé. On a fait des tas de progrès, en fait. Aux États-Unis, on parlait de la pollution tout à l'heure. Aux États-Unis, en 1970, on émettait 31 millions de tonnes de dioxyde de soufre, par exemple. En 2020, c'était en dessous de 2 millions. Donc on sait diminuer la pollution, on sait faire moins toxique. L'agriculture est clé dans toute cette affaire-là, parce que, et en réalité c'est là aussi un paradoxe, c'est qu'on pèse souvent contre l'agriculture intensive, etc. En réalité, ce qui détruit... ce qui pose un problème à la fois de biodiversité et de climat, c'est la perte des forêts et des territoires naturels pour l'agriculture. Autrement dit, intensifier l'agriculture revient à résoudre une partie de notre problème de biodiversité. Et donc, avec les outils technologiques qu'on possède maintenant, avec l'intensification, y compris de l'élevage, on peut en fait utiliser moins d'espace et aboutir à un reverdissement de la terre. Et le troisième outil, et alors c'est là que le Forum de Paris sur la paix essaie d'agir, c'est la gouvernance globale. La gouvernance globale, c'est-à-dire on a parlé des objectifs d'Aichi, d'essayer de se mettre d'accord pour créer un cadre dans lequel nos activités se transforment. Autrement dit, de donner un peu l'équivalent de l'accord de Paris d'il y a 10 ans pour l'agriculture. Mon temps est écoulé, donc je mentionnerai simplement les différents efforts. Il y avait les océans, on l'a vu à Nice le mois dernier, l'accord de Kunming-Montréal, qui est un protocole qui a été signé en 22 et qui fixe des nouveaux objectifs et qui est bon, et également le traité sur la haute mer. Tout ça est important, je ne développe pas là encore, mais tout ça peut nous donner des outils pour parvenir à transformer l'intensité de notre dommage, disons, sur la biodiversité par rapport à notre démographie, et c'est là que se situera la clé de la remédiation. Merci Justin Weiss, merci, on peut l'applaudir, merci beaucoup. Béatrice Weder-Billes-Moreau, on va parler finance avec vous, effectivement. Vous défendez une refonte des marchés volontaires au profit de Nature Shares. Comment vous mobilisez les capitaux privés à l'échelle requise pour éviter l'effondrement de la biodiversité? Vaste programme, en 3 minutes. Merci, on va être efficace. Merci, oui. Mais je dois commencer par quelques chiffres. Le WWF estime que 70-70% des populations mondiales des espèces ont décliné dans les dernières 60 années, menaçant des écosystèmes, même qui soutiennent la vie. Tout le monde l'a dit. Mais pour mettre ça dans une échelle qu'on comprend, le temps que j'ai mis pour lire cette phrase, notre planète a déjà perdu l'équivalent de 10 terrains de football de forêt tropicale. Alors ça se passe chaque 20 secondes. Alors oui, c'est évident qu'on doit faire quelque chose pour fermer ça. Et les marchés volontaires du carbone, dans ce moment, sont le canal principal de la financiation du carbone, mais aussi de la nature, et ils ne marchent pas. Ils sont défaillants, ils ne valorisent pas la nature, ils manquent de permanence et de crédibilité. Et c'est ce qu'on propose dans un rapport qu'on vient de publier il y a 3 jours. Dans le CPR, vous êtes bienvenus parce que c'est gratuit. On peut télécharger gratuitement sur le site. Oui. Sur le site, on peut le charger. Mais c'est ce qu'on propose, c'est un marché qui est basé sur des actions nature, Nature Shares. Et comme une action d'une entreprise, vous obtenez une participation aux bénéfices, quand il y en a. Et les actions de nature permettraient une participation aux bénéfices des matières biodiversité et aux absorptions du carbone, toutefois qu'on ne ferait pas des droits de propriété foncière. Ça, c'est important. Les actions nature internalisent le risque de non-permanence parce qu'ils seraient faits au niveau juridique et pas des petits projets. Et les dividendes peuvent être retenus. Le projet à échelle juridique aussi réduit les coûts et les fuites. Et finalement, la demande pour ces actions nature, on ne peut pas simplement la supposer, il faut la organiser. Et c'est ce que nous proposons. Ce sont des mandats pour les investisseurs institutionnels qui sont nécessaires pour garantir une demande stable.
Alors, ce modèle, on pense que pourrait faire une grande contribution à la valorisation et aussi à mobiliser les capitaux privés nécessaires pour éviter un effondrement écologique irréversible. Merci. Donc on voit que des solutions existent. Merci beaucoup. On peut l'applaudir. Merci. On voit que des solutions existent et que, en même temps, la disparition de la biodiversité reste un enjeu bien souvent secondaire dans les politiques climatiques. Peut-être, docteur Naoko Ishii, votre avis là-dessus. Pourquoi reste-t-elle un enjeu secondaire dans les politiques climatiques alors qu'elle en est parfaitement indissociable? Vous avez appelé un grand reset. Est-ce que dans les politiques publiques, la sauvegarde de la biodiversité est un enjeu primaire aujourd'hui? Je ne suis pas certain d'avoir bien entendu votre question. Vous me demandez donc pourquoi on n'applique pas la protection de la biodiversité dans les agendas internationaux? Au moins, le changement climatique est bien sûr attiré l'attention des politiciens parce que les gens ont été impactés directement et donc il y a bien sûr maintenant une pression politique pour qu'ils s'engagent, une pression sur les politiques pour qu'ils s'engagent. Mais le changement climatique il est à prendre en compte quand on réfléchit à l'ensemble des activités, notamment pour la production du carbone. Un défi avec cette nature est énorme parce que, bien sûr, on n'a pas établi un prix adéquat. Donc, les mécanismes de prix n'ont pas été véritablement testés. Donc, comme je vous l'ai dit, on considère que la nature est là, c'est comme ça, et parce que c'est un bien, une commodité libre, on continue à dévorer la nature et la planète, et donc bien sûr, ceci a conduit à des situations très graves. Et maintenant, il faut se réveiller, il faut faire quelque chose, nous le savons, mais bien sûr, il y a un mur dans le système économique actuel parce que notre système repose essentiellement sur l'industrie. Donc, bien sûr, les émissions peuvent être... On sait comment on peut faire une taxe sur les émissions, mais la nature n'a pas été créée comme pour générer une forme de revenu sur ces captures de gaz. Donc, comment on ne peut pas prendre en compte pour la captation naturelle non pas seulement de ce point de vue, mais également du point de vue de la croissance. Comment on peut prendre la nature comme quelque chose qui représente un vrai défi et qui va définir tous les écosystèmes doivent évoluer. Donc là qu'on parle, mais également les régulateurs, tout le monde doit réfléchir à cela. Donc les investisseurs, tous les systèmes de marché doivent travailler ensemble pour préserver la nature et c'est pour ça que nous avons des difficultés. Donc, il faut voir si l'on peut pousser pour faire en sorte que l'ensemble des écosystèmes soit mieux compris et qu'on accorde la vraie nature, la vraie valeur à sa nature. Donc, coûtera très cher et que c'est un investissement qui peut être rentable effectivement. Et en même temps, Antoine Frérot, on voit une sorte de mouvement, et aussi des antagonismes. Protéger la nature peut à court terme coûter plus cher aussi. Et on voit une sorte de retour des politiques environnementales un peu, en tout cas au niveau européen, au niveau français. On en parle beaucoup en ce moment. La CS3D, la CSRD font l'objet de moratoires. Quand on est un capitaine d'industrie comme vous, ces normes, ces directives européennes, on les appréhende comment? Est-ce qu'on était allé trop loin en Europe? Est-ce que c'est une bonne chose de reculer un peu? Ou est-ce qu'il faut continuer? Pour commencer, je vais apporter un complément de propos sur votre question précédente. Pourquoi les politiques publiques ne prennent pas beaucoup en compte la biodiversité? Parce que je pense que peu de gens comprennent, malheureusement, que le cycle de l'eau, le cycle du carbone, donc le climat, et le cycle de la biodiversité sont totalement corrélés. Dans beaucoup d'espaces, lorsqu'il fait plus chaud, l'eau s'évapore des sols
il y a moins de plantes qui capturent moins de carbone et qui donc contribuent au réchauffement, qui fait encore moins d'eau et encore moins de capture de carbone dans le sol par la photosynthèse. Bref, c'est un cercle vicieux. Le cycle de l'eau dans les sols, celui du carbone et celui de la biodiversité sont totalement intégrés. Et c'est bien évidemment c'est bien pour ça qu'il faut travailler sur les problématiques de pollution et d'extraction de ressources naturelles. Alors maintenant, je reviens à votre question. Tout d'abord, pour une entreprise, la performance sociale et la performance environnementale doit être prise avec le même degré d'exigence que la performance économique et la performance financière. Une entreprise, c'est un objet à performance plurielle. Et pour mesurer ces performances, il est nécessaire d'avoir des repères. Je ne vois pas d'autre solution que de demander au monde politique de fixer ces repères, plutôt que de le laisser à ceux qui voudront bien s'en occuper, comme on a malheureusement laissé la mesure de la performance économique et financière au monde financier. Il est important que le monde politique s'en mêle. Et pour nous, Européens, bien évidemment, la dimension européenne est la bonne dimension. Donc j'applaudis le fait que le Parlement européen ou même le Conseil européen se soit saisi de chercher à proposer une manière de mesurer ou de repérer la performance extra-financière des entreprises. Et c'est important de le laisser dans ces mains-là. Parce que si on ne le laisse pas dans ces mains-là, elle ira dans d'autres mains. Et comme on s'est fait, pardonnez-moi l'expression, enfiler la mesure de la performance économique et financière par les normes américaines, je pense que pour les normes extra-financières, il est très bon de le garder chez nous. C'est donc une question de souveraineté en réalité. Oui, et une question de sincérité aussi. Oui. Parce que quand vous laissez au monde financier le soin de déterminer les règles pour mesurer la performance économique, il ne faut pas s'étonner que du coup l'économie est mise au service de la finance et pas l'inverse. J'ai envie de vous poser la même question, Béatrice Weber. Alors, cela dit, il faut le faire correctement. C'est-à-dire il faut chercher à le faire pour que ça puisse s'appliquer au plus grand nombre d'entreprises. Et vraisemblablement, la CSRD est un peu trop compliquée. Il faut donc la simplifier. Mais il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Il faut donc la simplifier et peut-être s'appuyer aussi sur l'avis des entreprises pour ce faire. Mais il faut garder cet aspect normatif à ce niveau-là pour éviter qu'il aille dans de mauvaises mains. C'est ce que vous voyez au niveau européen, Béatrice Weber-Dimoro. Je rappelle que vous êtes à la tête d'un think tank européen, donc vous êtes très directement connecté aux instances européennes. Quelle vision vous avez de l'évolution de la doctrine à ce niveau-là? Je passe à l'anglais parce que c'est plus vite. La nature actuellement est en danger de deux côtés. La biodiversité et la nature sont d'abord l'intervention humaine et bien sûr le climat. On ne peut pas détacher ceci de la discussion climatique. Et le retour de bâton qui se passe actuellement, c'est que, encore une fois, c'est d'abord les politiques climatiques, aux éléments, encore une fois, contre la réglementation et contre, voilà, tous ces niveaux, en fait, bien sûr, nous avons des problèmes et de nouvelles discussions. Et c'est vrai, bien sûr, des entreprises disent est-ce qu'il faut vraiment que je fasse ça? Est-ce que je peux attendre un peu, voir ce que la Commission européenne va dire à la fin? Et est-ce que c'est toujours nécessaire ou pas? Mais ce qui est tout à fait important à comprendre, c'est que le futur du climat et de la nature, c'est pas seulement en Europe, c'est dans le reste du monde. Les émissions de carbone sont partout. La croissance des émissions de carbone sont là. Et oui, bien sûr, on peut faire sans les utiliser. Oui, on peut faire ceci, des coalitions qui ne vont pas inclure les États-Unis, établir des coalitions autour du climat, de la nature. C'est un des grands travaux. Et en fait, j'ai confiance pour dire que la Commission européenne à l'heure actuelle, toujours, même s'ils cherchent de la simplification, etc., mais ils le savent et ils ont
ils comprennent qu'il est important d'avoir ces coalitions. Donc, Oui. Oui. Brice Rocher, j'ai envie de vous poser une question un peu provoque. Est-ce qu'on peut concilier développement économique et protection du vivant? Vous en êtes un peu l'exemple. Bah oui, la preuve. Voilà. Et même question sur les normes, ce qui rejoint un peu ce qu'on disait. Je pense que... Alors, c'est marrant d'ailleurs, j'avais assisté à un débat, mais c'était une édition précédente, et sur est-ce que les entreprises doivent s'engager ou pas. Et le débat tournait autour du pouvoir d'achat du consommateur en disant finalement le consommateur il veut obtenir des produits avec un rapport qualité-prix qui soit satisfaisant pour lui, etc. Et une entreprise engagée, la RSE ça a un coût, hein, il faut dire les choses. C'est le fameux débat entre la fin du mois et la fin du monde. Ouais, exactement. Et donc, bien dans le micro, s'il vous plaît. Et donc, en fait, ce débat était intéressant et j'étais intervenu en disant, mais je pense qu'en fait, là, on se focalise beaucoup sur le consommateur. C'est intéressant, mais il n'y a pas que le consommateur. Il y a aussi les femmes et les hommes qui sont dans l'entreprise, parce qu'une entreprise, c'est une aventure humaine, c'est un collectif qui s'engage pour se dépasser et pour une aventure. Et donc, en fait, quelque part, pour moi, une entreprise à mission qui s'engage, c'est une entreprise qui engage l'ensemble de ses parties prenantes. Et j'ai envie de dire que si la raison d'être d'une entreprise, c'est du miel, l'entreprise à mission, c'est de la gelée royale, parce que ça contribue à renforcer la marque employeur, ça contribue à attirer les talents, et à nouveau, comme une entreprise, c'est un collectif, si on peut attirer des femmes et des hommes accessoirement de talent, c'est mieux parce que c'est eux qui trouveront les solutions pour justement franchir cette contrainte ou ce défi de la RSE, ça a un coût et est-ce qu'on peut le faire supporter aux consommateurs. Et pour moi, on parle beaucoup de capital financier. Le capital financier est essentiel pour développer son entreprise, mais le capital humain, il est tout aussi essentiel, si ce n'est plus essentiel. Et avec ce statut de société à mission, finalement, quelque part, la culture d'entreprise vient de trouver un support juridique. Parce que le capital humain, qu'est-ce que c'est? C'est de la production innovante, c'est la culture des valeurs, c'est la réinvention des organisations, c'est l'innovation créatrice, c'est la création collective, c'est tout ça. Et c'est ça qui permet de franchir les obstacles qui sont devant nous. Donc j'ai envie de dire que oui, c'est possible. Et je pense même que les entreprises sont obligés de s'engager avant même toute contrainte juridique et réglementaire, avant que ça ne soit imposé, parce que de toute façon ce sera imposé tôt ou tard, compte tenu des défis que nous avons devant nous, et il vaut mieux l'anticiper, parce qu'en l'anticipant, le coût sera moindre, versus on le subit, pour revenir à ce que vous disiez précédemment, il en va de même pour les entreprises. Est-ce que vous voyez que ça bouge autour de vous aujourd'hui dans le monde entrepreneurial? Et après, la même question pour Antoine Frérot, chez les grands patrons. Est-ce que ça bouge aujourd'hui dans le monde entrepreneurial? Oui. C'est une bonne prise de conscience suffisante. Il y a des entreprises avec une prise de conscience, mais ce n'est pas une généralité. Je n'en ferai pas une généralité pour autant. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Mais qu'est-ce que je constate? Je constate quand même une seule chose. D'abord, la première, je dirais que l'entreprise est nativement responsable. L'entreprise est nativement responsable. L'entrepreneur, à l'époque, avant le XVe siècle, quand il créait son entreprise, il prenait un risque ensemble, mais c'était un risque où il gageait tout. En cas d'échec, c'était la ruine. Il s'est passé quelque chose par la suite, 19e siècle, innovation juridique, la société anonyme, et quelque part, il y a eu un transfert de responsabilité qui s'est opéré, puisqu'il y a eu une distanciation entre l'entrepreneur actionnaire et l'actionnaire en lui-même, qui est devenu un investisseur. Et l'investisseur aujourd'hui, quand il investit dans une entreprise, il n'est plus responsable sur ses biens propres, il n'est responsable que de sa mise en réalité. S'il perd, il perd sa mise, mais il ne perd pas tout. Donc, de ce fait, un transfert de responsabilité s'est peu à peu opéré entre, à l'époque, c'était les actionnaires propriétaires, on va dire, et puis l'entreprise. On est passé de la qualité totale à la gouvernance responsable, à la responsabilité sociétale des entreprises. Et je considère que, in fine, ce statut de société à mission traduit ce transfert de responsabilité qui se fait au fil de l'eau. Mais à nouveau, moi, mon message principal, c'est de dire
dire les entreprises doivent s'engager avant même qu'on leur impose des contraintes, etc. Je ne changerai pas un mot de ce qu'a dit Antoine tout à l'heure sur les CSRD, la CR3D, etc. Je rajouterai juste une seule chose, c'est qu'au-delà du fait que je ne suis pas particulièrement fan, moi non plus, d'excès de bureaucratie, etc., et qu'il faut bien simplifier les choses, c'est que si on s'impose des choses en Europe, assurons-nous qu'il y ait des règles communes et que les Américains et les entreprises chinoises appliquent les mêmes règles. Question de level playing field, effectivement, il ne faut pas se tirer une balle dans le pied. Antoine Frérot. Oui, quand il y a 10 ans, on a commencé à dire que l'entreprise n'avait pas qu'un seul objectif, que l'entreprise n'appartenait pas à ses actionnaires qui étaient propriétaires des actions, mais pas de l'entreprise. Oui, c'est très récent. C'était il y a une dizaine d'années, on était très peu nombreux et très critiqués. Aujourd'hui, ceci n'est plus critiqué. Le fait que l'entreprise a plusieurs objectifs, que l'entreprise est certes un objet d'intérêt privé, mais aussi un objet d'intérêt général. Quand une entreprise meurt, il y a tellement de gens qui pleurent que si c'était seulement au service de quelques-uns, ils ne pleureraient pas tous. L'entreprise est un objet d'intérêt général avec des objectifs sociaux, des objectifs sociétaux, environnementaux, commerciaux, économiques et financiers. Bon. Et ceci est de plus en plus partagé. Bon. Le fait que la RSE a été à un moment une tarte à la crème a peut-être été perçu par certains comme la RSE, c'est une cerise sur le gâteau. Bon. Il y a eu un peu de greenwashing quand même. Et quand on enlève la cerise, il reste le gâteau. Bon. Ouais. Mais si la RSE est prise non pas comme responsabilité, mais comme objectif social et environnemental, et si on l'enlève là, on ampute l'entreprise d'une bonne partie de sa raison d'être. Et même si aujourd'hui la majorité des chefs d'entreprise ne partagent pas encore cette idée que l'entreprise doit afficher des performances, une raison d'être d'abord, des performances plurielles ensuite, d'apporter la preuve de faire ces performances plurielles en cherchant des objectifs de progrès à chaque fois, de les mesurer, de les publier, même si ce n'est pas encore une majorité, ça progresse largement et on n'a pas fait Paris en une semaine. Je rappelle que Friedman, l'économiste qui a imposé l'économie financière et l'entreprise actionnariale, son prix Nobel c'est en 65 oui. Et son triomphe c'est en 80, 15 ans. Et alors, et en plus il a trouvé les relais de Mme Thatcher et de M. Reagan à ce moment-là. Bon. Donc on ne peut pas changer un système économique, on ne peut pas le faire évoluer en 5-6 ans. Mais je trouve que beaucoup de progrès ont été faits depuis une dizaine d'années et je suis optimiste sur le fait qu'on y parviendra. Et comme Brice Rocher, je pense que de toute façon, si nous n'y parvenons pas, nous y serions contraints un jour ou l'autre, d'une manière ou d'une autre. Naoko Ishii, je vous vois acquiescer sur le discours que vous entendez chez ces deux chefs d'entreprise. Vous appelez un grand reset, mais est-ce qu'il n'est pas déjà en marche? Est-ce que les choses avancent quand même? Oui, les choses avancent. J'aime beaucoup ce que monsieur vient de dire sur la transformation écologique des entreprises. Et le source de cette idée, en fait, c'est très provocateur. Mais en Chine également, la Chine a promu cette idée d'écologie comme une civilisation. C'est plus large donc que la transformation écologique parce que ça définit ou redéfinit la relation des humains avec la nature. Et donc cette idée comment nous pouvons redéfinir notre système, donc tous les systèmes naturels vient véritablement très profondément de la Chine. Et sur cette base, ils ont déjà développé, bien sûr, un système de comptabilité naturelle. Ils ont utilisé pour compenser. Donc, ce n'est pas simplement un exercice universitaire. Bien sûr, c'est très bien mis en œuvre par la population. Et vous avez mentionné, tout le monde a mentionné l'importance de la des normes et de la mesure également, des mesures des normes. Et Béatrice a raison. Nous n'avons pas nécessairement besoin de faire ça seulement en Europe, mais bien sûr en dehors de l'Europe également. C'est quelque chose. Et il y a des formes de mesures qui sont adoptées
par plusieurs juridictions, et particulièrement beaucoup des pays en Asie, en Afrique, bien sûr, sont très, parce qu'ils voient que ce site est une opportunité d'investissement pour attirer le secteur privé, bien sûr, dans leur pays. Donc, il y a beaucoup de progrès faits, non seulement en Europe, mais également dans une échelle plus large du monde. Et je pense que sur cette note, ça me rend plus optimiste. Un peu dans ce bilan, quelle coalition concrète, Justin Vaïs, faut-il mettre en place aujourd'hui en termes de gouvernance, encore une fois, et puis qui doit agir en priorité? On voit que les entreprises se bougent. Est-ce que dans la gouvernance mondiale, ça suit? Alors, nous, notre credo au Forum de Paris sur la paix, c'est le multi-acteur. C'est-à-dire qu'on estime que le multilatéralisme formel, c'est-à-dire celui de l'ONU, des agences de l'ONU, est très important. Il reste au centre de la vie internationale, mais que dans la nécessité d'agir, on a besoin de coalitions de multi-acteurs qui incluent le secteur privé, qui incluent les grandes fondations philanthropiques, les ONG, les banques de développement, les agences de développement et d'autres. Ça, c'est le bon tour de table selon les sujets, parce qu'en fait, c'est des coalitions variables. Ensuite, il y a une deuxième question qui est dans le paysage actuel, marqué par l'arrivée d'une administration américaine qui se moque de ces sujets-là et qui est prêt à baisser l'ensemble des standards environnementaux et donc aussi à faire du moins 10 ans. Comment est-ce qu'on fait des coalitions nouvelles qui permettent? C'est aussi le but du rapport que Jean Pisani-Ferry et Béatrice ont publié. Et là, je dois dire que ce qu'on a vu au cours des derniers mois est plutôt rassurant. C'est-à-dire que pour l'instant, on n'a pas beaucoup de pays qui ont rejoint les États-Unis dans leur rejet de l'accord de Paris. Là, on parle climat, mais aussi, on l'a vu pour la conférence de Séville au début de la semaine. Là, c'était sur le développement, pas spécifiquement sur l'environnement, mais on a vu un texte relativement solide de la part des autres pays. Le sommet des océans à Nice, le mois dernier, on a vu également des progrès. On n'y est pas encore sur le plastique. On a vu que ça n'avait pas fonctionné à la dernière à la conférence en décembre dernier. Mais on voit qu'il reste un réservoir suffisant de volonté politique parmi les États et bien sûr parmi les autres acteurs pour agir. Et donc, on ne doit surtout pas prendre pour prétexte que Trump nous tourne le dos pour agir. Au contraire, ça doit être un aiguillon pour essayer de former des coalitions nouvelles sur chacun des problèmes à des échelles différentes, en se souvenant que l'architecture globale, celle de la gouvernance globale, est utile pour donner le là, pour en gros essayer d'unifier les différents acteurs. Et puis si en effet il y a un dissensus dans le monde international, un désaccord, alors en effet il faudra à un moment prendre nos responsabilités en tant qu'Européens. On fait déjà beaucoup. Il ne faut pas que ça soit fait pour, disons, au désavantage compétitif de l'Europe, mais à un moment il faudra prendre nos responsabilités, y compris par des mécanismes de type taxe aux frontières, CBAM, etc. Vous êtes d'accord avec ça, Béatrice Oui. Verdi-Mauro? Le multilatéralisme n'est pas complètement mort encore? Le multilatéralisme, mais il doit s'évoluer. And in this case, it means Cela veut dire que d'abord de former des coalitions qui qui chevauchent différents types d'entreprises ou d'entités et qui vont présenter des différents chiffres à différents pays. Si l'on parle du climat et du commerce, par exemple, le CBAM, donc bien sûr le système de prix du carbone qui a été mis en place par l'Europe, ça peut être utilisé par d'autres pays, mais ces différents pays, si on parle de financement, par exemple de la transition énergétique, qui est, comme vous savez, très urgente et qui doit être financée en Afrique. Pour la première fois, nous devons avoir la Chine avec nous. Et d'autres questions, comment organiser des émissions négatives, comment on organise l'extraction du carbone ou la capture du carbone. Moi, je fais référence à différentes propositions que nous avons dans ce rapport. J'en parlais. Donc, construire des coalitions entre différents types de groupes, mais également différentes entités qui sont en lien. L'Union européenne peut jouer un grand rôle, certes, mais nous devons bien sûr il faut que une grande partie du reste du monde soit impliqué, et il faut des mesures incitatives pour les émissions de carbone négatives. Ça peut être fait sur des technologies qui peuvent intervenir, mais ça peut être organisé sur des marchés.
Et donc, il faut prendre les émissions négatives et la préservation et la restauration de la biodiversité. C'est possible, c'est possible. Optimiste. Je vais faire un dernier tour de table. Last round table before you give the floor to the audience. I'm sure there are many questions. One after the other, 1 minute. 1 minute. Antoine Frérot, si vous deviez choisir une seule mesure prioritaire, qu'elle soit politique, économique ou sociétale, pour enrayer la disparition du vivant, laquelle serait-elle? Et surtout, que faudrait-il pour qu'elle soit mise en œuvre rapidement, le plus rapidement possible? S'il n'y avait qu'une seule mesure pour réussir la transformation écologique, c'est l'application partout, pour toutes les pollutions ou pour toute l'extraction excessive de ressources naturelles, du principe pollueur-payeur et la redevance collectée pour aider ceux qui dépolluent. Le jour où polluer coûte plus cher que dépolluer, tous les acteurs s'alignent et dépolluent. Et comme on connaît, comme je disais tout à l'heure, une grande partie des solutions pour dépolluer est accessible. Il n'y a pas à choisir entre la fin du monde et la fin du mois. Pour travailler proprement, ça coûte un peu plus cher que travailler salement, mais c'est très accessible. Et donc le principe pollueur-payeur à toutes les pollutions, à condition d'utiliser cet argent pour aider et subventionner ceux qui dépolluent, et non pas de le mettre dans le grand sac d'un budget public qui ne serait pas forcément accepté par ceux qui doivent payer. Le principe pollueur-payeur, dépollueur aidé est la principale solution à généraliser partout. C'est clair, principe du pollueur-payeur. Et les dépollueurs aidés. Naoko Ishii. Ne mettez pas l'argent dans un grand sac avec un trou au fond, mais utilisez-le pour dépolluer. Naoko Ishii, même question. La priorité des priorités et comment on y arrive? Mon objectif, c'est de mettre la nature sur les bilans des avoirs d'investissement. Parce que bien sûr, ça va nous permettre, le temps est venu de revoir un peu notre système économique avec la nature et intégrer la nature dans tous les aspects des prises de décision économiques. Je tendrai vers la transparence pour ma part. À partir du moment où c'est public, ça vous oblige à avancer. Par exemple, je viens de prendre la présidence d'un consortium dans notre secteur d'activité qui s'appelle le Green Impact Index. C'est l'équivalent du Nutri-Score dans l'alimentaire. Et le fait d'afficher l'impact sociétal, environnemental de vos produits, d'abord, ça permet d'informer le consommateur sur ce qu'il consomme, mais ça oblige aussi l'entreprise à progresser. Et donc, de ce point de vue-là, c'est très vertueux. Donc, je pense que la transparence oblige à rendre publiques les choses et nous force à avancer, quoi. Justin Weiss. Très clairement, l'intensification de l'agriculture. Béatrice l'a dit tout à l'heure, le principal problème qu'on a pour la perte de biodiversité, c'est la perte de terres, de forêts, notamment de forêts tropicales, en faveur de terres agricoles. Et c'est des terres agricoles qui produisent peu. C'est donc de la croissance extensive, alors qu'on a absolument besoin de croissance intensive, y compris parce qu'il faut nourrir bientôt 10 milliards d'humains en 2058, et qu'on va avoir les effets du réchauffement climatique qui vont faire baisser les rendements. Donc au contraire, il faut intensifier la technologisation de l'agriculture pour nourrir plus d'humains avec moins de terres et rendre à la nature toutes ces terres qu'on a prises par erreur. Merci beaucoup, et j'en terminerai avec vous, Béatrice Weber Di Mauro. Si j'avais une chose que je pouvais faire de manière urgente aujourd'hui, je mettrais en œuvre un système pour sauver l'Amazone, qui est la COP actuellement qui se tient en Amazonie. Et il y a déjà beaucoup de bonnes propositions à la fin pour la restauration de la nature, pour financer la restauration de la nature de la part du secteur privé et pour la conservation. Donc, c'est l'opportunité de cette année. Donc, priorité à l'Amazon. Beaucoup de propositions et beaucoup d'optimisme quand même pour l'avenir. Et ça, c'est formidable. Les questions dans la salle. Je vois des mains qui se lèvent ici. Si vous pouvez vous présenter. Alors bonjour, je m'appelle Alexinet, je fais partie du projet jeunesse et je suis actuellement en études. Parlez bien dans le micro s'il vous plaît. Je suis actuellement en prépa, en deuxième année de prépa. J'avais deux petites questions assez simples à vous poser, à vous tous. C'était la première, est-ce qu'il fallait réduire les droits pollués ou du moins les augmenter pour réduire du moins cette pollution et cet impact environnemental qu'il y a? Et la deuxième, c'était par rapport aux pollueurs-payeurs.
donc je pense que vous faites référence à M. Pigou. Mais le problème, c'est que par exemple, face aux ultra-riches, comme il me semble Jeff Bezos, qui à Venise s'est marié il n'y a pas longtemps, les amendes qui sont reversées à ces personnes-là sont des fois un peu ridicules face au poids qui pèse dans l'économie, ou toutes les GAFAM ou autres. Voilà, est-ce qu'il faut durcir le principe de pollueur-payeur, Antoine Frérot? Et j'entendais mal de loin. Est-ce qu'il faut durcir... Ouais. Il faut l'appliquer partout, à toutes les pollutions, mais y ajouter le deuxième morceau du principe sur lequel j'insiste, le dépollueur-aidé. Pourquoi la taxe carbone a-t-elle fait tant de mal et de dégâts qu'elle est aujourd'hui enterrée dans notre pays? Chez nous, en France, oui, c'est pas le cas. D'abord parce qu'on l'appelle une taxe. Oui. C'est pas une taxe, c'est une redevance, le principe pollueur-payeur. C'est le fait d'internaliser une externalité négative, la pollution qu'on provoque quand on travaille, et on le remet dans le coup. Et le fait que ça s'est mal passé, c'est parce que l'argent ainsi collecté, on ne savait pas où il allait. Si on avait aidé avec cet argent les gens à acheter une voiture électrique, si on les avait subventionnés, eh bien ça serait peut-être beaucoup mieux passé. Donc on doit l'appliquer avec les deux volets et l'appliquer sur l'ensemble des pollutions et pas seulement sur certains. Par exemple, sur le carbone aujourd'hui, oui. Seulement les gros émetteurs sont soumis à cela. Hein, et avec les fameux droits à polluer. Le principe pollueur-payeur permettrait d'aller plus vite. Oui, peut-être une remarque en réponse, et de toute façon, là, on va atterrir sur la conclusion. Il y a un grand stop en rouge. Votre question, elle est extrêmement intéressante. Elle nous conduit à observer que c'est beaucoup plus compliqué de définir des outils et des politiques publiques. Ça répond d'ailleurs en partie à la question de pourquoi, c'est ce que tu avais évoqué, Raphaël, pourquoi c'est plus bas dans l'agenda, parce que de fait, c'est plus compliqué. Donc, évidemment, il faut parvenir à l'inscrire dans le débat public. Je vais faire du recyclage ce matin. Il se trouve que j'avais à introduire et à participer à l'animation de la session qui était sur les politiques pour la jeunesse. Et les politiques pour la jeunesse, naturellement, on s'attend à parler, on en a parlé assez largement, d'éducation, d'accès à l'emploi. Mais l'idée que j'ai essayé de mettre en avant, c'est que la meilleure politique pour la jeunesse, c'est de ne pas livrer un climat trop dégradé, et ça peut s'appliquer, me semble-t-il, également à la biodiversité. Merci. Naoko Ishii voulait dire un dernier mot, 1 minute, et on clôt la session. Je voudrais il faudrait pénaliser, bien sûr, il faut, par exemple, si on prend Amazon, l'Europe essaie d'introduire des pénalités, des taxes, donc s'il voit que le produit va conduire à la déforestation de l'Amazon, par exemple. Mais si vous pouvez également adopter une politique pour assurer des ressources aux peuples indigènes dans les comités des forêts, alors à ce moment-là, ils auront une mesure incitative pour augmenter ce qui se présente ici. Et donc, ce n'est seulement... Nous devons vraiment voir les deux. C'est pour cela que je dis que nature comme un atout, comme un avoir économique. Thank you all. Bye bye, merci, bye bye. Vous pouvez les applaudir. Antoine Frérot, Naoko Ishii, Brice Pochet, Justin Vaïs et Béatrice et David Moreau. Merci à tous et bonne soirée.